Bonsoir. Bonsoir à vous qui vous êtes déplacés dans ces temps un peu incertains et un peu compliqués pour tout le monde, mais nous sommes très heureux de recevoir ce soir Étienne de Montetti. Bonsoir. Bonsoir. Pour votre roman qui est paru donc à la fin du mois d'août, La Grande Épreuve, paru chez Stock. Alors Étienne de Montetti, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste au Figaro littéraire, directeur même du Figaro littéraire. Et dans ce dernier roman, La Grande Épreuve, eh bien, vous vous êtes inspiré, fortement inspiré, par un drame national, un drame qui a touché bien au-delà des frontières françaises, qui est l'assassinat du père Hamel. Oui. Alors, ma première question, c'est en quoi ce drame, qui a vraiment été une secousse terrible pour nous Français, c'est-à-dire nous étions touchés en plein cœur, nous avions l'habitude d'entendre des assassinats perpétrés au sein dans des églises chrétiennes, notamment en Égypte. Et puis là, ça arrive sur notre sol. Comment vous, à la fois l'écrivain, mais aussi le journaliste, vous êtes rentré en résonance avec cet événement jusqu'à vous donner l'envie d'écrire? Alors cet événement, effectivement survenu le 26 juillet 2016, m'a choqué et ému, comme vous tous, certainement, comme tous les Français, d'abord comme chrétien. C'est parce que ça touchait le cœur de ma foi, ça touchait le cœur d'une vie quotidienne, un prêtre âgé, célébrant la messe en semaine dans une église d'une petite ville de province. Tout ça était notre paysage familier, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. L'image d'un prêtre servant ses paroissiens, servant ses frères de manière comme ça quotidienne, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Comme journaliste, j'ai suivi d'assez près cette histoire parce que j'étais de permanence à mon journal, tout simplement. J'ai piloté les reportages, les réactions, j'ai fait des éditoriaux et je me suis surpris à être effectivement non seulement touché, mais un peu poursuivi par cette histoire qui très vite a dépassé en fait le simple cadre de l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et m'est apparue l'idée qu'un roman permettait de dépasser cette histoire qui, au fond, allait bien plus loin que ce fait divers tragique, parce que ça permettait de réfléchir à un prêtre qui était beaucoup plus que le père Hamel, un prêtre en France, tous les prêtres en France, d'une certaine manière. Ces jeunes gens, ces jeunes assassins, mais c'était une certaine jeunesse de France. Ça m'avait frappé, les deux jeunes assassins avaient l'âge de mes enfants qui étaient au JMJ à ce moment-là, à Cracovie, je crois. Voilà, une jeunesse qui, elle, n'allait pas célébrer dans la joie les JMJ, mais allait assassiner dans une église. Et puis un troisième aspect du sujet qui était la police, c'est-à-dire des jeunes Français aussi, qui intervenaient sur un théâtre de violence, un théâtre de crime, au nom de quoi, pourquoi. Ils n'étaient ni victimes, ni bourreaux, pas vraiment concernés à titre personnel par cette histoire, et pourtant ils intervenaient, ils allaient aussi, eux, jouer quelque chose de leur vie dans cette histoire. Et donc le roman s'est imposé parce que ça permettait quelque chose d'important, c'était la liberté de prêter à des personnages, à un prêtre, à des assassins, à un policier, à une religieuse, des sentiments, des joies, des peines, des coups de cœur, des découragements, des raisons de vivre et de mourir. Et donc je me suis embarqué dans cette histoire en laissant au père Hamel son histoire et en la respectant infiniment, et en délocalisant cette histoire, à la fois le lieu, mais aussi les personnages à qui je donnais d'autres noms et à qui j'ai prêté d'autres destins, sauf cette fin tragique qui est la mort d'un prêtre dans son église. Alors, ce qui est étonnant dans votre roman, moi je l'ai lu 2 fois parce que j'ai lu juste avant l'été et puis pour préparer notre rencontre. Ce qui est sûr, c'est que c'est un roman choral. On va suivre ces 5 personnages. Donc il y a Georges Tellier qui est le prêtre. Donc il y a Sœur Agnès qui est une religieuse. Et puis il y a David Daoud. Et puis Hicham. Et puis donc Frédéric qui est le gendarme. Policier, pardon. Et ces 5 personnages, nous allons les suivre et dans leur évolution, c'est-à-dire que ce qui apparaît, ce sont des filles et fils de France qui n'ont pas forcément tous le même âge, mais qui ont le même patrimoine. Et ce qui est très déconcertant, c'est que
on voit que, ça, comme vous le disiez, ça pourrait être nos enfants, pour les plus jeunes. Et puis on ne peut pas ne pas se reconnaître dans chacun un peu des personnages, c'est-à-dire dans une constellation finalement de sentiments, d'engagement, d'avoir envie de vivre. Il y a une vraie tendresse de votre part pour tous ces personnages finalement, notamment pour ce Daoud qui a vraiment une destinée moi je crois que quand on est romancier, il faut aimer ses personnages. Oui, ça se sent. Il ne s'agit pas de tout mélanger, il ne s'agit pas d'absoudre des assassins, mais il s'agit de rentrer quand même dans leur intériorité pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'ai veillé en me disant, voilà, je prends ces jeunes gens, j'essaie de ne pas les juger, même si encore une fois, je n'ai pas de sympathie pour leur acte. J'essaie de dissocier cet acte des personnes qui l'ont commis. Et en me disant, mais tiens, quelle est leur vie, quelle peut être leur vie, et quels sont les mauvais déclics qui les conduisent à cette affaire. Et pour connaître un petit peu, en tant que journaliste et citoyen français, beaucoup d'histoires qui ont mené des jeunes Français à aller en Syrie ou à commettre des choses irréparables, on voit très bien ces mécaniques de la part de jeunes gens qui n'ont pas le prolétariat français, mais plutôt une classe française ordinaire, modeste, pas forcément d'ailleurs, mais modeste, et à qui plutôt la question posée est celle de l'idéal. Et je me suis interrogé, moi, Étienne, quel idéal je donne, quel idéal je vois autour de moi pour donner envie à des jeunes gens de vivre, de s'engager, de donner un sens à leur vie. Et sans en faire des victimes, il ne s'agit pas de culpabiliser quiconque, je me suis rendu compte que finalement, ces deux jeunes gens que j'avais inventés dans mon livre pouvaient avoir cette question de l'idéal, du sens de la vie, parce qu'ils étaient, pour l'un, adoptés, d'origine maghrébine, adoptés dans une famille française, occidentale, chrétienne, pour l'autre, un jeune issu d'une famille de l'immigration, et pour les deux, donc, un problème lié à leur identité. Qui suis-je dans cette France, et qu'est-ce que cette France, mon pays, me donne comme raison de vivre, comme envie de me dépasser, envie de m'engager. Et cette question, probablement beaucoup de jeunes se les posent, et mêlée à cette identité malheureuse pour ces deux jeunes, ça peut donner évidemment un cocktail assez explosif. Mais, encore une fois, sans les absoudre, ça m'a donné beaucoup de tendresse pour eux, en me disant, ben voilà, des jeunes qui ont du mal, tout simplement, à trouver un sens à leur vie. Et automatiquement, ben, on a pour eux pas mal d'indulgence. C'est le constat, quel constat faites-vous après ce roman? C'est le constat peut-être parce que c'est ce qu'on décrypte à travers le roman, au fur et à mesure, depuis jusqu'à la finale. C'est une faillite, qu'est-ce qui fait? Parce que l'engagement est très fort, ce sentiment de s'engager, de trouver un sens à sa vie, comme vous disiez, c'est aussi notamment pour Sœur Agnès, c'est vraiment ça, c'est ce but de trouver ce sens à sa vie. Le père Geltellier l'a trouvé, mais chacun est dans une recherche profonde d'une quête personnelle qui leur fait trouver le bonheur. Là, il y a une phrase très éloquente quand on vous parlait d'Hicham notamment, qui est donc ce jeune issu de parents d'immigration, qui vit au sein d'une famille qui est parfaitement insérée dans la société française. Ils sont plutôt très heureux, c'est une famille très harmonieuse, simplement c'est le seul fils, leur seul fils. Il est né le seul à être né sur le sol français, et pourtant c'est lui qui n'est pas heureux, qui reproche à son père de s'être un peu laissé dénifier un petit peu dans cette vie française, une espèce de cocon. Il lui reproche beaucoup de choses, et donc il a envie de transgresser, il est transgressif. Et à un moment donné, quand il est face à la bague et qu'il est... vous dites, il s'est senti exister, ce besoin d'exister. Oui, bah c'est le propre de la jeunesse. J'ai eu des correspondances avec un jeune Français qui est maintenant en prison pour des faits de terrorisme. Et il me disait, je suis allé à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai été en faculté, j'ai été au catéchisme, j'ai été à l'aumônerie, j'ai fait mon service militaire, j'ai travaillé dans des associations humanitaires, et à aucun moment j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai à aucun moment j'ai trouvé un idéal. Et c'est la rencontre avec des amis musulmans, en réalité assez islamistes, qui m'ont donné envie d'aller m'engager en Bosnie, faire le coup de feu, et finalement partir dans une trajectoire tragique. Et ça m'a beaucoup perturbé, sans
du tout porter de jugement sur les institutions structurantes que sont l'école, la faculté, l'église, le service militaire, etc. Me dire, que se passe-t-il pour que des jeunes, à travers tous ces lieux, ne trouvent pas les raisons d'un engagement, les raisons d'un idéal, les raisons de s'engager dans la vie. Alors évidemment, face à ce malaise, qui doit quand même nous interroger, hein, je n'ai pas la réponse, je fais la leçon à personne, effectivement, l'islam ou l'islamisme, plus précisément, avec des slogans simples, avec des réponses simples aux questions existentielles, a une force de persuasion et d'enthousiasme assez forte. Un jour, quelqu'un m'a dit, on a l'impression que l'islamisme aujourd'hui, c'est la LVF d'aujourd'hui, donc la Légion des volontaires qui partait en Russie. C'est-à-dire à la fois un engagement un peu fou, probablement sans issue, et extrêmement transgressif. Et tous ces cocktails, parfois, auprès de la jeunesse, je me souviens des 20 ans, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de transgresser, de faire un bras d'honneur, notamment à ses parents, notamment à ses aînés, notamment à ses éducateurs. Et si à un moment donné, à un mauvais moment, ces mauvaises sirènes, ces voix un peu du mauvais engagement se présentent, ça peut être assez catastrophique et pour autant remplir de manière dramatique, remplir tout à coup l'envie idéale de jeunes désorientés. Alors, à travers la famille du personnage de Daoud, qui est cet enfant qui a été adopté tout bébé par une famille, donc Laure et François, je crois, ouais, qui sont d'une agence d'assurance, parfaitement insérés, ils sont des Français moyens ou même supérieurs, bourgeoisie française classique, voilà, sans histoire, quand même pratiquant mais un petit peu, pas plus que ça, ils font baptiser par tradition, parfaitement insérés, mais dans une routine. À travers cette famille dans laquelle grandit David, qui va redevenir Daoud ensuite, et donc perpétrer l'assassinat contre Berthelier, il y a quand même une critique de votre part d'une certaine faillite de l'éducation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on sent un petit peu à travers votre roman. C'est-à-dire que ce côté un peu lignifiant, très, très bordé, où les parents on sent qu'il y a quelque chose, un peu de la critique sur quelque chose de plus... Oui, certainement. Mais plus que le vilainifiante ou sans idée, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est des jeunes où, par un excès peut-être de précaution, de principe de précaution, on va justement les empêcher d'aller de l'avant, d'aller au large. Je suis parent, donc j'ai cette réaction probablement vis-à-vis de mes enfants. Quand ils m'annoncent qu'ils veulent partir en voiture à l'autre bout du monde, j'ai évidemment des inquiétudes et je m'assure que tout est impeccable et qu'il y a peut-être même Europe Assistance. Et je me demande si la jeunesse ne souffre pas aussi d'une sorte d'Europe Assistance pour tout, que ce soit dans toutes ces envies de se dépasser, de transgresser, et que des jeunes, au fond, peut-être un peu trop couvés, et c'est normal, c'est le rôle des parents de protéger leurs enfants, mais c'est le rôle des enfants aussi de casser le carcan que leurs parents veulent leur instaurer. Ça peut éventuellement provoquer des catastrophes, et j'ai inventé évidemment cette famille, peut-être un peu caricaturale, mais où la moindre chose, que ce soit l'amour, les premières relations sexuelles, où tout de suite on parle protection, et puis d'autres aventures qu'un jeune a envie de vivre, on lui répond toujours oui, Europe Assistance, responsabilité, etc. Et au point de provoquer une envie, oui, de se dépasser, et oui, de transgresser, puis au fond un grand bras d'honneur, tout ça mêlé pour ce garçon qui est d'origine effectivement maghrébine, puisqu'il est né au Maroc, mêlé au mal-être et au malaise identitaire, ça donne effectivement une réaction extrêmement violente qu'il en arrive à mépriser ses parents et à rompre avec eux et à s'embarquer dans une aventure tragique, puisque ça va le mener à assassiner le prêtre. Alors, est-ce une quête existentielle pour ces deux jeunes, ou c'est une quête identitaire, ou alors l'une appelle l'autre? Là, en l'occurrence, c'est les deux, effectivement. Quête identitaire, par rapport à leurs origines, par rapport aussi à ce que connaît aujourd'hui la communauté musulmane, hein, un islam qui est aspiré par l'identitaire, le démonstratif, enfin tout ce que l'actualité
nous montre, et les communautés musulmanes ont du mal à lutter contre cette aspiration très très forte, hein, qui vient, on le sait, du salafisme, du wahhabisme, enfin tous les sociologues et les spécialistes de l'islam le disent. Donc cette quête, elle traverse la jeunesse musulmane, les sondages le montrent, les questions posées aux jeunes musulmans sur la République, sur la laïcité, sur Charlie Hebdo, enfin montrent quand même des réponses stupéfiantes et assez graves. Et elles montrent cette rupture entre les jeunes musulmans et les musulmans plus âgés, les parents d'Hicham, dont on parlait tout à l'heure, qui eux se sont installés en France, ont travaillé en France et ont essayé d'établir un rapport harmonieux entre leurs origines, leur foi musulmane, et puis la société qui les accueillait. Pour leurs enfants, notamment leurs fils, la situation est tout à fait différente. Et c'est donc un peu ce mélange, cet alliage dangereux entre le malaise identitaire, la quête d'identité, et puis c'est vrai la quête existentielle dans une société qui, encore une fois, ne répond pas à cette quête immédiatement, pour ne pas dire que parfois elle l'empêche. Et ça donne des réactions assez radicales, effectivement, qu'on peut observer dans l'actualité, malheureusement. Et je m'en suis servi pour mon roman. Le cas de Frédéric, qui est le policier, qui est un jeune homme, lui qui est d'origine vietnamienne, et lui va avoir une toute autre trajectoire. C'est pourtant lui aussi un fils d'immigrés, enfin qui n'est pas, il est né en France, mais ses parents n'ont pas été. Et pourtant, son parcours est très très différent. Oui. Et lui, il arrive à trouver un sens à sa vie. Alors, il a un sens à sa vie par une femme. Oui, par une femme. Voilà, il a eu la chance. Salut vient beaucoup par les femmes, n'est-ce pas? Je vais le dire dans cette librairie, évidemment. Et lui, effectivement, jeune homme aussi d'une histoire un peu tumultueuse, une mère qui l'a élevé sans père, un jeune homme eurasien, qui m'a permis d'explorer une autre histoire de l'immigration, qui est l'immigration vietnamienne liée au Boat People. C'est tout à fait autre chose. C'est sûrement pas simple non plus, mais c'est tout à fait autre chose. Et puis, il a une petite amie qui va l'aider à se dépasser. Et là, pour le coup, l'idéal, l'envie de se dépasser, l'envie de se réaliser, va être portée par cette jeune femme, et ça va lui permettre de passer de jeune type un peu dilettante à quelqu'un qui tout d'un coup a un objectif, c'est de devenir policier, officier de police, et il va le devenir. Ce qui m'a intéressé, c'est que mon personnage, effectivement, une fois ayant réussi au fond cet accomplissement de soi, est un garçon qui est absolument étranger aux questions religieuses. Et lui s'est construit par son engagement de policier, plutôt s'est construit dans un engagement qui est un engagement citoyen, au fond. Qu'est-ce qu'un policier? À quoi ça sert un policier qui doit intervenir au nom de quoi? Il n'est pas concerné par les affaires dans lesquelles il intervient. C'est donc une certaine idée de la justice, une certaine idée de l'altruisme, une certaine idée de l'humanité, une certaine idée de la paix sociale. Et c'est toutes ces valeurs-là qui sont importantes dans notre société, qui là viennent d'une autre tradition qui n'est plus vraiment spirituelle, mais plutôt philosophique, hein, c'est la République, c'est toutes ces valeurs portées. Et c'est ça qui le nourrit, qui fait que j'ai rencontré des policiers qui m'ont raconté ça, voilà, ça leur permet d'intervenir sur des théâtres d'opération. Ils ne sont pas concernés, eux, personnellement, mais au nom d'une certaine idée de l'homme, une certaine idée de la France, de la République, de la justice, et ben, ils mettent leur vie en danger pour intervenir sur des scènes de violence, des scènes de crime. Alors en fait, le religieux dans l'histoire, dans votre roman, ce n'est pas forcément le mobile, en fait. La religion, ça n'est pas forcément le mobile, notamment d'Hicham et de David. Et ça n'est pas... C'est un prétexte ou c'est une... Est-ce que c'est vraiment le mobile ou c'est juste cette quête existentielle où qu'ils trouvent en fait au sein finalement d'un certain islam qu'ils vont commettre ce crime absolument abominable. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Parce que finalement, entre le personnage de Frédéric que vous venez de décrire, puis ces deux jeunes qui se cherchent, mais qui ne se cherchent pas pour des raisons religieuses au démarrage. Alors peut-être qu'ils le croient quand même, parce qu'ils sont, comme pas mal de jeunes qui se sont engagés dans l'islamisme ces dernières années, ils sont pilotés notamment via les réseaux sociaux, via Telegram. Ils sont pilotés par des gens, notamment qui étaient en Syrie ou qui sont en Irak, et qui leur disent que ce sont des raisons religieuses qui
les dicte, qui les guide. On parle d'Allah, on parle du triomphe de la vérité, on parle de raisons quand même religieuses. Eux le pensent, en réalité, évidemment, c'est une sorte d'idéologie qui s'est déguisée ou qui s'est parée des vertus de la religion. Donc, eux le pensent naïvement, mais en réalité, ils sont assez mauvais. Je pense que je connais mieux le Coran qu'eux. Ils ont un petit peu des slogans, ils ont un peu des phrases toutes faites qu'on leur a inculquées et qui leur ont donné, au fond, une réponse assez simple à des questions complexes. Donc, à votre réponse, je répondrai par la réponse de Normand. Eux le croient, moi je ne le crois pas. Et évidemment, il suffit un petit peu d'étudier la situation pour comprendre qu'ils ont été dupés, et illusionnés et évidemment manipulés. Quand on lit vos pages sur Sœur Agnès, et puis bien sûr sur le Père Tellier, on voit en tout cas la fracture qui existe entre ces deux personnages totalement dédiés à Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, et ces jeunes, et même Frédéric, qui trouve finalement dans une foi laïque, finalement, un sens à sa vie, mais on voit bien la fracture entre ces vies données complètement et puis ces deux jeunes. C'est vrai. Alors il se trouve que c'est la génération aussi qui veut ça. Père Tellier et la petite sœur Agnès, ce sont des gens plus âgés. Il y a des jeunes qui sont les assassins et le policier. Eux, ce sont des gens de la génération d'avant. Effectivement, c'est l'Église du XXe siècle qui produisait, entre guillemets, qui donnait des prêtres, des religieuses, avec de magnifiques engagements. Et c'est vrai que j'ai pensé à des prêtres que j'ai connus et aimés, des religieuses que j'ai connues et aimées. Il y a une part d'hommage dans ces portraits de prêtres et de religieuses pour la beauté de leur engagement, de leur sacrifice, et puis aussi de la fidélité à une Église dans les vicissitudes de l'existence. Évidemment, il y a une cassure, qui est la cassure de la transmission, certainement, de la foi chez certains, de l'engagement aussi. Ça, c'est évident, c'est une question posée. Je ne dis pas que c'est irrémédiable, je connais des jeunes prêtres, je connais des jeunes religieuses, mais il y a quand même cette cassure qui est celle de la transmission. Mais je la pose, cette question, je n'ai pas la réponse. Donc, vous n'avez pas la réponse, vous faites que ce soit éventuellement une faillite, c'est un peu ce que décrit aussi votre roman. Pas une faillite, mais il y a une cassure. C'est une cassure que connaît aussi l'éducation nationale, une cassure que connaissent les familles, où les grands-mères, les enfants, notamment tout ce beau monde était chrétien depuis peut-être des siècles. Et puis il y a la cassure, tout d'un coup, mes petits-enfants ne vont pas à l'église, mes petits-enfants ne sont pas baptisés. Enfin, tout ça, c'est la réalité de beaucoup de familles françaises. Donc je m'en fais un petit peu le reflet à travers une histoire ordinaire, je dirais. Mais je n'ai pas de jugement à porter. Le mot faillite voudrait dire qu'il y a des responsabilités. Tout ça, je n'ai pas étudié. Je ne suis pas sociologue, mais romancier. Mais en tous les cas, vous êtes beaucoup documenté. Parce que notamment quand David Daoud commence à rentrer dans le deep web, etc., vous êtes quand même bien documenté. Je me suis documenté sur deux univers qui ne m'étaient pas très familiers. C'est la police. Oui. Et c'est la seule fois où j'étais journaliste dans la rédaction de ce roman, c'est que je suis allé voir les policiers qui ont fait l'intervention à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'accord. Parce que je voulais comprendre même techniquement comment on faisait pour intervenir dans une église. Et puis j'ai discuté avec eux pour découvrir la mentalité de policiers comme ça, qui risquaient leur vie spontanément lors d'une après-midi de juillet. Et le deuxième point, c'est effectivement ce monde d'Internet, ce monde du dark web que je ne connaissais pas. Et j'ai demandé à un de mes garçons, qui est beaucoup plus familier que moi, de tous ces univers, de me montrer tout simplement la littérature de Daesh, qui il y a encore quelques temps était disponible dans des endroits d'Internet. Et j'ai vu cette littérature, tous ces messages en libre circulation, c'est absolument terrifiant, effectivement, où on lit comme on pourrait lire un journal au kiosque ou sur Internet, la presse française, où on lit une presse francophone, absolument conforme à l'idée qu'on se fait de la presse, avec des jolies photos, avec des titres, des sous-titres. Enfin, ça ressemble à de la presse, je dirais, ordinaire, et c'est une logorée, une logomachie, en quelque sorte, qui est toute l'idéologie de Daesh appliquée à l'actualité française. Et c'est assez impressionnant, effectivement.
dans ce travail pour ce roman. Ça a été un travail particulier pour ce roman, justement, cette proximité avec oui, très grande, c'est même plus qu'une très grande proximité, c'est que ça nous touche de près tous, ça fait partie de l'actualité de nos vies aujourd'hui. Oui, c'était particulier parce que ça interrogeait aussi beaucoup ma foi personnelle, à travers le prêtre, à travers la religieuse, à travers ces jeunes, c'était aussi toutes ces questions de sens dont on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, les questions posées à l'Église, à l'état de l'Église, à l'avenir de l'Église, et toutes ces questions, je les posais à travers les doutes, à travers les souffrances de ce prêtre, qui est quand même le pasteur d'une communauté, qui s'interroge. Donc toutes ces questions, je ne pouvais pas ne pas les partager, c'est vrai. Donc je pense que c'est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même, enfin beaucoup de l'intime de moi-même, peut-être à la différence d'autres livres plus extérieurs à moi, ou plus faciles à mener, en restant un tout petit peu à l'écart pour ce qui relevait vraiment de l'intime. Effectivement, je me suis surpris à être très impliqué dans des questions ou d'aspects de mes personnages, ça c'est vrai. La grande épreuve, qui est le titre de votre livre, alors bien sûr, intuitivement, on voit ce que ça évoque, hein, c'est-à-dire l'assassinat, mais est-ce que la grande épreuve, c'est pas autre chose aussi? Est-ce que c'est la grande épreuve que nous avons à traverser, que nous menons? Oui, c'est vrai. Dans l'Apocalypse, les spécialistes de l'Apocalypse, d'ailleurs des livres de commentaires de l'Apocalypse dans cette librairie, c'est donc cette fameuse phrase qu'on connaît, qu'on lit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. C'est le thème du passage aussi, c'est le thème du baptême. Donc c'est de ce temps de l'épreuve, effectivement, au terme duquel on devient, par le miracle du salut, on devient un autre homme et on revêt le vêtement blanc du baptême dont nous parle saint Paul, on devient un homme nouveau. Enfin, c'est toute cette réalité spirituelle qui est derrière ce terme. Donc, moi j'aime bien les titres qui sont en quelque sorte à plusieurs dimensions. Donc la première dimension, c'est effectivement la grande épreuve, c'est un assassinat, une sorte de défi tragique qui est lancé à notre société, ça c'est la grande épreuve. Et puis derrière, effectivement, il y a toute la résonance de l'Apocalypse qui éclaire de façon comment dirais-je, surnaturelle, sotériologique, comme disent les savants théologiens, notre destin d'homme, c'est vrai. Donc j'aime assez ce titre qui est vraiment, qu'on peut prendre à plusieurs titres, et puis qui renvoie à ce très beau texte de l'Apocalypse, c'est vrai, qui chez moi résonne de manière toujours de manière très émouvante et très éclairante, c'est vrai. C'est un passage que j'aime beaucoup. Quand mon sujet a rencontré cette phrase, ça m'a sauté aux yeux que c'était le titre de mon livre. Les derniers mots, je crois, du Père Hamel étaient arrière Satan, quelque chose comme ça. Oui. Finalement, il donne la réponse à cette quête identitaire de ces jeunes. Lui, il a trouvé sa réponse. Alors lui, il a la réponse. Et surtout, il est accompli dans son ministère de prêtre, c'est-à-dire qu'il est prêtre jusqu'à la dernière minute, puisqu'au fond, il leur donne le sacrement de réconciliation quand même. Il dissocie le pécheur du péché, le mal qui est en l'intérieur de ces hommes. Et puis, ces hommes, c'est ça qui justifie tout son ministère de prêtre, où il a passé des heures avec ses paroissiens, à organiser beaucoup de choses pour sa paroisse. Et en une seconde, pour son dernier souffle, effectivement, il est accompli dans son sacerdoce. Donc ça, c'est absolument magnifique, c'est ce qui en fait certainement un saint. J'ai pas osé reprendre ces paroles qui, pour moi, sont vraiment sacro-saintes, en quelque sorte. J'en ai trouvé d'autres pour mon propre roman. Effectivement, et peut-être que ces paroles d'ailleurs sauvent également les assassins, ça se réglera au ciel, mais c'est vrai que c'est ce qui donne à ce fait divers tragique une dimension absolument bouleversante et mystérieuse qu'on n'a pas fini d'explorer certainement. Est-ce que vous pensez qu'on n'oublie pas un peu trop vite le Père Hamel? Oui. Alors je ne sais pas, j'ai eu l'impression quand mon livre était sorti que tout le monde faisait allusion à ça, donc ça a ressuscité l'intérêt quand même. J'ai parlé devant des libraires, devant des représentants, des gens pas forcément familiers de l'Église et qui m'ont tout de suite dit « bien sûr, c'était un Père Hamel ». Je pense que ça fait partie quand même, dans ce panorama tragique de notre actualité, il y a Charlie Hebdo qui est lié à la liberté d'expression, il y a les attentats de novembre
avec le Bataclan, les restaurants, c'était l'art de vivre à la française. Et puis il y a le Père Hamel, c'est quand même, bien sûr, l'Église catholique, mais bien au-delà, même pour des gens non-croyants, c'est quelque chose du paysage français qui a été touché au cœur. C'est cette petite église avec un prêtre sympathique, comme on en connaît tous, comme on en croise tous, quelle que soit notre relation avec l'Église catholique. Donc je pense que ça fait partie un peu des attentats un peu symboliques qui ont touché quelque chose de notre identité française. Je ne pouvais pas très bien choisir, j'en trouve pas là à l'instant, de ce paysage, patrimoine, notre patrimoine, voilà, notre imaginaire, notre familiarité française. Donc voilà, Charlie, le Bataclan, mais aussi le Père Hamel. Mais je ne veux pas oublier d'autres histoires absolument tragiques. Mais spontanément, ces trois-là me paraissent assez représentatifs de ce qui est touché de notre culture à travers ces drames. Merci. Est-ce que vous avez envie de poser une question plusieurs, madame? Une question, mais qui m'a fait réfléchir, que j'ai entendu dire l'identité malheureuse, et j'ai pensé, les Juifs ont eu une très malheureuse et n'assassinent pas pour autant. Voilà ce qui nous vient à l'idée tout de suite. Alors l'idéal des jeunes Français, tout simples chrétiens, en ont aussi, tous les jeunes en ont, n'importe quelle religion, mais par contre là, il y a quand même quelque chose qui est frappant. Et oui, évidemment, moi j'ai été baptisée, on pardonne, mais j'ai du mal à pardonner pour ce genre de choses. Moi je suis très révoltée, parce qu'il y a quand même une différence. L'identité malheureuse, c'est quand même celle des Juifs, et dans la religion, et ces jeunes, je comprends aussi qu'ils aient des souffrances et qu'ils cherchent un idéal, mais quand même, là c'est la faillite de l'éducation, de l'école, parce qu'il y a quand même un problème de famille. Oui, oui, tout... Je suis bon, pendant la guerre ou au début, donc c'est vrai que je peux voir les choses autrement. Je n'ai pas de compétences particulières, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce qui m'a choqué. Non, encore une fois, moi j'absous personne. C'est pas d'indulgence, j'essaie de me mettre à l'intérieur de l'esprit d'un jeune Français né dans la société de ces 20 dernières années et qui va être conduit à cette histoire qui défie l'entendement, voyez-vous. Et donc, quand je dis identité malheureuse, c'est pas pour les plaindre, mais pour constater qu'il y a quelque chose qui colle pas, et qui est un mélange très très complexe, que j'essaye d'aborder avec délicatesse entre notre société d'aujourd'hui, avec ses beautés et ses faillites, la question de l'immigration, la question d'un islam embarqué pour un certain nombre de ses membres dans l'idéologie islamiste, et c'est ce cocktail, que je résume dans cette phrase, mais à prendre avec délicatesse, de cette identité malheureuse, voilà, qui donne ce cocktail-là. Mais vous avez raison, Dieu merci, tous les malaises identitaires et tous les malheurs d'un certain nombre de gens ne se traduisent pas, heureusement, par ce type d'attitude. Mais il y a, on le voit, il y a un cocktail explosif, si vous voulez, lié à beaucoup de choses qui créent cette situation. J'ai absolument aucune indulgence pour ces assassins, simplement envie d'essayer de comprendre, tout simplement. Quant au pardon, on a mis à le donner, puisqu'on n'est pas partie prenante dans tout ça. C'est là aussi un mot, je pense, à prendre avec pas mal de délicatesse. C'est un mot aussi assez délicat. Madame. Il me semble que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que justement, vous ne jugez pas, vous racontez, vous essayez de retrouver l'histoire de chacun. Et vous parlez d'éducation, et vous aussi, ça m'a frappé, parce que moi, c'est pas tellement ça, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai lu votre livre. En revanche, c'est plus effectivement les valeurs. Alors, vous interrogez beaucoup la place de la foi chrétienne, dont vous observez qu'effectivement, sa place se réduit, alors que la foi musulmane, elle, est là. Donc, vous demandez un petit peu pourquoi. Et je crois que, en tout cas, ce qui manque, c'est effectivement ces valeurs, alors qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient politiques, religieuses. Donc effectivement, ce policier, lui, a la chance de rencontrer une femme qui lui donne une perspective, qui lui donne une envie justement qui lui propose de trouver un sens à sa vie. Et je crois que aujourd'hui, le problème, c'est de trouver quelque chose qui permette de se projeter, de trouver du sens à sa vie. Et c'est ça que... Enfin, moi, c'est l'interrogation que j'ai trouvée dans votre livre. Oui. Et la place de la foi chrétienne qui perd entre
guillemets du terrain, quoi, même des fois d'autres. Ah, vous avez raison. Sur mes personnages, effectivement, comme j'ai dit, j'ai essayé de les aimer, parce que je pense que c'est important, sinon le livre devient un essai, devient un réquisitoire. Il y a une part de moi qui a envie de faire un réquisitoire pour ces affreux personnages. Mais le romancier, je crois que c'est Mauriac à qui on reprochait beaucoup la noirceur de ces histoires, ces personnages, des histoires de famille souvent sordides, qui évidemment lui valaient pas mal de problèmes dans sa propre famille et dans son entourage. Et il disait, mais je creuse la boue pour trouver la source d'eau claire. Donc, il faisait cette exploration que tout romancier doit faire, pas forcément avec le talent de Mauriac, hein, évidemment, d'aller chercher derrière la boue, c'est-à-dire ces personnages révoltés, manipulés, en proie à la violence, pour aller chercher la source d'eau claire, c'est-à-dire l'innocence du départ qui faisait de ces jeunes gens, au fond, des petits Français qui, peut-être avec d'autres rencontres, peut-être avec dans d'autres circonstances, seraient partis sur un chemin plus réussi, plus rayonnant. Voilà, je pense qu'il faut que chaque personnage garde son mystère jusqu'au bout et ne soit pas non plus téléguidé par un mécanisme absolument fatal qui ferait du jeune Hicham un assassin, j'allais dire, génétique. Non, il faut lui laisser sa part de chance, au fond, de rester un petit Français qui, voilà, dans sa cité, qui vivote, et éventuellement même qui peut avoir un autre destin. Après, mon livre s'est construit après une tragédie où ces personnages se dirigent vers le lieu de cette église dans lequel se réalise ce crime. C'est vrai que c'est surprenant. Surprenant. Moi, j'avais un petit peu peur en parlant de ce roman de trouver justement quelque chose d'un petit peu déterministe ou un peu voilà, parce que c'est vrai que c'est difficile de regarder ces deux personnages de manière un petit peu froide et j'ai été frappée par le ton très apaisé de tout le long. Je suis d'accord, c'est très apaisé comme roman. Et compte tenu du sujet, c'est quand même pas évident. Voilà, ça. Je vous remercie parce que c'était un souci, c'était un soin un peu à apporter pour que chaque personnage ait sa chance, entre guillemets. Enfin, quand on écrit un roman, les personnages doivent vivre, donc ils doivent être vraisemblables, et donc ils doivent être comme tout le monde, avec leurs bons, leurs mauvais côtés, et il ne s'agit surtout pas d'en faire des rôles, de leur faire jouer des rôles, parce qu'assez vite c'est lassant et plus intéressant. Et pour que les questions soient valides et qu'elles permettent de réfléchir, il faut vraiment que chaque personnage ait son autonomie, que ses bons côtés et ses mauvais côtés, et que chacun ait son humanité au fond. Et pour un romancier, il faut se garder effectivement de parti pris ou de faire émerger en lui l'envie d'accuser ou l'envie de juger. Ça, à mon avis, sur le plan littéraire, c'est tout à fait préjudiciable. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être pour ça que votre roman garde une petite musique longtemps, c'est que vos personnages ne sont pas du tout caricaturaux, ce qui certainement trouble un petit peu aussi. Parce que vous faites vraiment rentrer en... C'est un compliment. Non, c'est vrai. Une humanité qui peut-être touche tout le monde. Madame, vous avez une question ? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à nouveau ? Bon. C'est un roman qui à la fois interroge beaucoup, déjà nous, Français, je trouve. Est-ce que vous avez été frappé par le nombre de réactions, justement ? Est-ce que vous sentez que c'est un roman qui interroge, qui nous fait nous interroger ? Est-ce que vous avez eu ce genre de réaction ? J'ai des réactions, oui, de lecteurs. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est justement... Vous décryptez, en décryptant les raisons d'un assassinat, vous interrogez beaucoup la société française. Oui, j'ai des lecteurs. Enfin, le livre a un mois d'existence, oui, c'est encore autre. Mais j'ai eu des retours, oui. Je ne sais pas très bien quoi en dire. J'ai des retours plutôt bienveillants et des gens effectivement qui me posent des questions, qui abordent des aspects de mon livre auxquels je n'avais pas pensé. Donc, effectivement... Après, je ne suis pas très bon juge de ce que j'ai fait, je préfère que non, mais vous auriez pu avoir, mais vous auriez pu avoir des retours. J'ai des retours de lecteurs, effectivement, que ça intéresse, mais
j'ai les lecteurs bienveillants, les malveillants ne se manifestent pas encore. Vous voyez, ils se taisent, ils ne disent rien, ils sont indulgents avec moi, donc je ne me rends pas bien compte de l'effet que ça produit, mais je suis content de l'entendre de votre bouche. Parce que c'est un roman qui interroge vraiment notre société. Oui, c'était mon but, effectivement. C'est votre but. À travers moi-même. Hein. Oui, je commençais, moi, par me poser des questions, par m'interroger, par me demander ce qui nous arrivait. Après, si ça produit le même effet chez les lecteurs, moi je m'en réjouis. Je pense que ça fait partie de ces livres comme Le Lambeau, comme je sais pas, les livres d'Erwan Larer sur le Bataclan ou comme d'autres qu'on lit avec un regard quand même très particulier, parce que c'est vrai qu'on revient sur des événements qui nous ont bouleversés, foudroyés, choqués, enfin bon. Et donc effectivement, ça fait partie de ces romans, et en même temps ce sont des romans, donc c'est vrai que ça permet d'avoir cette distance, de ne pas être dans l'essai, dans un écrit journalistique, mais de revenir sur justement quelque chose qui nous a quand même bousculé. Et je pense que ça fait partie de ces romans qu'on a besoin de lire et où on va chercher effectivement des réponses, ou en tout cas nous aider à nous interroger sur des choses qui sont très prégnantes, quoi. Alors, vous parlez du Lambeau. Le Lambeau, évidemment, c'est le livre d'un témoin, d'un acteur, d'une victime de Charlie Hebdo, Philippe Lançon. Je ne compare pas. Non. Je vous remercie, ça m'écraserait. Non, mais ça n'a rien à voir surtout. Mais ça m'écraserait pour la raison suivante, c'est qu'effectivement, la lecture de ce livre, moi j'ai été vraiment écrasé parce que c'était l'intéressé qui parlait. Et j'ai eu besoin, c'est vrai, un besoin impérieux pour évoquer tous ces sujets. D'abord parce que je ne suis pas partie prenante, mais du roman, justement, pour cette mise à distance, une sorte de sobriété, en n'étant pas victime, mais simplement la compassion, qui est celle de chacun. Et j'ai vraiment eu besoin, et de cette distance, et de ce ton un peu neutre que vous avez relevé, parce que je me méfiais de ma propre compassion. Et qu'il me semblait que pour un roman, il fallait justement qu'il n'y ait pas trop, ou même pas du tout, cette compassion qu'on a sur l'événement réel et les victimes réelles. Ça, c'est certain qu'on est pétrifié et donc saisi et même paralysé par la compassion. Ça, c'est absolument vrai. Donc j'ai vraiment eu besoin, moi, du roman, de la fiction, pour aborder ces sujets sans être submergé par la compassion, l'émotion, toutes ces choses qui sont évidemment inévitables, mais un peu paralysantes pour ce qui me concerne. Moi, j'ai pas pu parler du Lambeau pendant mon journal. J'ai pas souhaité du tout m'en parler de ce sujet. Je trouvais que l'émotion, la compassion était quelque chose de trop fort pour avoir un jugement littéraire. Commencer à dire que c'était trop long, je suis incapable de moindre jugement. C'est quelque chose qui sortait d'une histoire aussi tragique. Non. Oui, non, mais encore une fois, je n'ai pas de jugement. Mais voilà, je ne faisais pas mon avis de critique par rapport à des choses qui nous saisissent. Bon, si vous avez la nuit pour qu'on parle de tout ça, c'est la question de la littérature qui est posée. Hein. Le témoignage versus le roman, la littérature. C'est, le livre de Vanessa Springora versus la littérature. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je dis qu'il y a des livres qui nous prennent aux tripes parce que ce sont les intéressés qui parlent, et puis la littérature qui est cette mise à distance qui permet justement, ça nous ramène tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de réfléchir à qui sont les assassins, qui sont les coupables. Chose qu'un témoin a beaucoup plus de mal à faire, et c'est normal, c'est absolument humain. Et il y a une force évidemment ravageuse du témoignage. Un témoin qui parle, c'est une explosion évidemment. La littérature, c'est tout à fait autre chose, plus distancié, ça peut peut-être aller plus loin, moins loin, après ça c'est la qualité du roman, du romancier qui fait la différence. Les deux peuvent se mettre. Et les deux, oui, mais les deux existent. Les deux existent. Ah non, tout à fait. C'est justement toute la force du témoignage. Absolument. Ces deux approches, qui ont leur mérite et leurs intérêts, effectivement. Merci beaucoup, Étienne de Montetti, pour cette rencontre et pour votre roman qui
remet en lumière et met de la lumière sur une tragédie qui nous a tous frappés. Et merci pour cette sensibilité que vous avez apportée à cet événement. Merci beaucoup. Si vous voulez faire dédicacer votre ouvrage, Monsieur de Montetti va pouvoir signer sur votre droite.